Et on va parler de Sainte-Soline, puisque un an après les affrontements, c'était en mars 2023, 10 000 personnes sont en effet attendues aujourd'hui. 1 millier de personnes extrêmement violentes, dit le ministre de l'Intérieur, qui a fait accourir des policiers et des gendarmes, 3 000 personnes, une dizaine de drones également et des hélicoptères. C'est une situation, Louis de Ragnel, vous me disiez, éminemment politique, cette affaire de Sainte-Soline. C'est très politique parce que un des collectifs qui est organisateur de ces manifestations violentes, c'est les Soulèvements de la Terre que Gérald Darmanin avait essayé de dissoudre il y a quelques mois et le dossier juridiquement était un peu mal ficelé, mais bref, le Conseil d'État n'a pas validé la dissolution des Soulèvements de la Terre. Donc les Soulèvements de la Terre, c'est une partie de la base militante écologiste, on en parlait. Tout ça est très politique. Et si je peux simplement faire une toute petite focale locale politique, Sainte-Soline, la députée de Sainte-Soline, c'est Delphine Batho, qui a commencé par être écologiste mais alors, de tout temps. Mais alors c'est très intéressant, il y a eu une très forte percée du RN au premier tour. Finalement, à la faveur du barrage républicain, Delphine Batho a gagné avec 59,2% des voix. Et Delphine Batho, donc écologiste, vous l'avez rappelé, a commencé par être très favorable à la création de ces bassines. Et maintenant, elle demande un moratoire. Ah oui, effectivement, c'est une information de taille. Bonjour Romain Ozano. Oui, bonjour. Vous êtes président des jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres. Alors comment est-ce que vous accueillez ou vous redoutez cette journée qui s'annonce tendue ? Nous, pour le moment, on reste en dehors de ça. On n'est pas. Nous, on a fait des communiqués de presse en appelant au calme nos adhérents. Donc, en n'allant pas à l'affrontement avec les manifestants et donc rester sur nos exploitations, à surveiller nos exploitations pour éviter toute dégradation. Concrètement, vous avez peur qu'on envahisse vos exploitations et que ça tourne au vinaigre. C'est une crainte qu'on a sur le terrain. Après, on ne sait pas s'il se passera quelque chose ou pas. On s'y prépare pour qu'il y ait le moins possible de dégradation. Et du coup, pour le coup, vous avez un dispositif, vous êtes muni de... Vous avez fait appel aux gendarmes, qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Nous, les forces de l'ordre sont sur le terrain. On a eu des rendez-vous avec les gendarmes pour voir ce qui allait se passer et les infos qu'ils avaient. Nous, on sait qu'on reste à l'écart de ça. C'est les forces de l'ordre qui vont gérer les manifestants et c'est pas nous qui allons aller à l'affrontement avec des gens comme ça. Ouais. Même si vous êtes attaqué directement, vous n'allez pas aller à l'affrontement. On n'a aucun intérêt à faire ça. Ouais. Merci beaucoup Romain Ozano d'avoir participé et d'avoir témoigné. Président des jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres, nous sommes maintenant avec Christophe Chappé. Bonjour Christophe Chappé. Oui, bonjour. Maire de Saint-Sauvant dans la Vienne, c'est juste à côté de Sainte-Soline. Comment est-ce que vous attendez ou vous redoutez cette journée ? Après, on prendra les événements tels qu'ils arrivent. C'est pas parce qu'on a peur que ça va nous protéger mieux. Nous, on attend que le pique-nique s'organise. Donc, nous, tout ce qu'on sait on fait avec les éléments qu'on a, c'est qu'un pique-nique s'organise dans la forêt de Saint-Sauvant. Donc, elle s'appelle la forêt de Saint-Sauvant parce qu'elle est située majoritairement sur la forêt de Saint-Sauvant, mais elle couvre 5 communes. Donc, ils peuvent s'installer où ils veulent. Donc pour l'instant, il n'y a pas de déclaration officielle auprès de la préfecture. Puis même par rapport à ce qu'on voit passer, on ne sait pas où ils vont pique-niquer dans la forêt de Saint-Sauvant. Et puis après, ils prévoient un convoi de l'eau, donc on ne sait pas dans quelle direction, voire quel site, quel itinéraire. Mais c'est inquiétant, ce défaut d'information ? Inquiétant, que je vous dise, suivant ce qu'on regarde comme événement, je me répète à chaque fois, mais quand on a vu le convoi de l'eau, oui. Je ne veux pas dire il y avait rien d'inquiétant. C'était un convoi bon enfant, des familles à bicyclette, qui manifestaient, et qui avaient des mots d'ordre. Ça s'est très bien passé. Après, quand on voit ce qui se passe à Sainte-Soline, on a toujours lieu d'être inquiet, quoi. Ces 3000 policiers et gendarmes mobilisés, vous les avez vus passer, vous les avez vus s'installer déjà dans la zone ? Oui, on les voit régulièrement. Ceux qui sont en uniforme, on les voit passer. Ceux qui sont en civil, on les repère moins. Mais voilà, on voit qu'il y a des passages, effectivement. Donc ça veut dire qu'ils patrouillent. Ils ne sont pas placés à un point fixe, si je comprends bien. Non,
Non, combien même il le serait, je vous le dirai pas, mais et puis déjà je le sais pas, parce que forcément les mesures sont tenues, je suppose, secrètes et confidentielles par la préfecture et les forces de gendarmerie. Mais bon, on est mis au courant par la préfecture des mesures à prendre. Des itinéraires à interdire éventuellement, mais voilà, tout est géré directement par la préfecture et la gendarmerie. Louis de Ragnel, vous qui êtes le chef du service également police-justice d'Europe 1, comment ça se passe dans ces cas-là? Ces 3000 policiers et gendarmes mobilisés, il y a des consignes et des consignes justement de discrétion avant ce genre d'affrontement, encore une fois hypothétique, possible? Alors, il y a plusieurs types parmi les 3000 effectifs dont vous parlez, déjà, c'est quasiment exclusivement des gendarmes, puisque c'est dans une zone gendarmerie, et puis la gendarmerie a une vraie spécificité, une vraie capacité à intervenir dans ces milieux-là. D'ailleurs, c'était eux qui sont intervenus à Sainte-Soline. Encore une fois, c'était les gendarmes à Notre-Dame-des-Landes lors des multiples tentatives d'évacuation de la ZAD. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment une compétence et un territoire de la gendarmerie. Donc, il y a beaucoup d'effectifs de ce qu'on appelle les gendarmes mobiles. C'est les gendarmes qu'on voit notamment pendant les manifestations, et c'est vrai que la gendarmerie a cette capacité à intervenir à la fois dans le milieu urbain pour le maintien de l'ordre, mais aussi dans le milieu rural. On l'a vu, je vous donne simplement un détail, à Sainte-Soline, il y avait les colonnes de quad qui passaient à travers champs, avec un équipement qui était vraiment adapté à cet environnement-là. Ensuite, comment ça fonctionne? La première phase de l'opération, de la manœuvre, parce que c'est une manœuvre militaire en fait qui est montée par la gendarmerie, consiste à faire... Rappelons que les gendarmes sont des militaires. Exactement, donc c'est un travail de collecte et de renseignement. Et là, en fonction du degré de menace, soit la gendarmerie utilise les capteurs locaux, donc les gendarmes départementaux et les gendarmes qui sont affectés au service central du service maintenant national, du renseignement territorial, qui vont échanger avec les organisateurs, les parties prenantes, pour essayer d'anticiper une configuration à la fois par rapport au nombre de personnes, par rapport à l'intensité éventuelle des débordements et de la violence, et puis ils vont essayer aussi d'identifier un certain nombre de meneurs. Ça, c'est capital, c'est très important. Et ça, c'est avec le renseignement. Voilà, avec le renseignement territorial, sachant que quand il s'agit des collectifs d'ultra-gauche, c'est toujours plus difficile d'identifier les meneurs. C'est la grande différence d'ailleurs avec l'ultra-droite. Parce qu'à l'ultra-gauche, il n'y a pas cette culture du chef, il n'y a pas cette hiérarchie, et donc souvent ça fonctionne à travers des collectifs. Et c'est pas évident, ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est un travail d'infiltration qui est très long, et ça c'est fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois par les services de la gendarmerie. Si ils détectent des menaces vraiment importantes, à ce moment-là, ils peuvent passer. Ça peut passer carrément à un service plus important, plus compétent. La DGSI, si par exemple il y a des atteintes des craintes d'attentats, d'attaques avec de l'armement létal, et à ce moment-là, ça peut être la DGSI, donc le renseignement intérieur, qui entre dans le jeu. À Sainte-Soline, la DGSI, à la fin de l'opération, juste avant le moment où c'était le plus compliqué, la DGSI est entrée un peu dans le jeu, parce qu'il y a aussi tout un volet d'anticipation. Il y a des gens qui viennent par exemple de l'étranger, et donc on cherche à savoir quel est le profil de ces personnes-là. À Notre-Dame-des-Landes, je vous prends simplement un exemple, il y avait des gens qui avaient combattu par exemple en Irak et en Syrie. Après Notre-Dame-des-Landes, ça s'était étendu sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais donc il y a des mesures ensuite qui sont prises d'interdiction de présence sur le territoire français. Et en fait, il faut vraiment imaginer que ce qui se passe à Sainte-Soline a des répercussions partout, a des répercussions dans les aéroports, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui vont se voir notifier des interdictions de présence sur le territoire français. Il y a des gens qui vont se voir notifier des interdictions de présence dans les Deux-Sèvres. Voilà, donc il y a énormément de services qui sont mobilisés. Et je termine simplement avec une toute petite anecdote, si réellement il y a besoin de déployer des moyens techniques très conséquents avec de l'infiltration, des gens qui travaillent sous couverture. À ce moment-là, le GIGN dispose d'une unité de renseignement et qui sont capables, par exemple, de se cacher dans une forêt, dans un trou pendant 3 semaines et de regarder, d'observer de manière vraiment militaire, comme ils le feraient en opération extérieure, le mouvement des contestataires. Merci beaucoup de ces informations très précieuses du chef du service police-justice d'Europe 1, Louis de Ragnel. Christophe Chappé, maire de Saint-Sauvant, est-ce que les personnes, les gens, les habitants de votre commune dégagent une forme d'inquiétude? Est-ce que certains vous disent, monsieur le maire, qu'est-ce qui va se passer, ou est-ce que la vie continue de façon tout à fait normale? Par rapport aux habitants, j'ai pas
pour l'instant beaucoup de questionnements. Hein. Ils savent qu'il se trame quelque chose, donc je suppose qu'ils font confiance aux autorités pour maintenir la paix et la sérénité. Moi, j'en appelle aussi aux manifestants. Hein. Je veux dire, le droit de manifester, moi, il n'y a pas de problème. Hein. On peut avoir des opinions. J'entends, ouais. Après, c'est le fait de saccager les choses, que ce soit dans les collectivités ou chez les... Ou les champs, hein, c'est ce qu'on a entendu avec Romain Ozano, président des jeunes agriculteurs. Je n'avais pas fini ma phrase. Les collectivités ou chez les particuliers, les agriculteurs, des outils de travail. Hein, voilà, les agriculteurs, ils sont aussi... ils font partie d'une chaîne. Et donc, c'est peut-être pas la peine de stigmatiser ou de focaliser tous les malheurs du monde sur les agriculteurs. Hein. Il y a des gens au-dessus, il y a des gens en dessous, il y a des clients, il y a des gens qui les incitent à utiliser des produits, voilà. Et un agriculteur, en général, quand il produit des choses, c'est pas pour les consommer pour lui, hein. C'est parce que il est sûr de les vendre. C'est le vivier, c'est le comment dirais-je, c'est le grenier de la France aussi, les agriculteurs. On a besoin d'eux et on le sait et on leur donne très très souvent la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire de Saint-Sauvant, Christophe Chappet, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. On vous souhaite une très bonne journée.